Bonsoir tout le monde. Juste pour une introduction technique, c'est qu'il y aura des interventions en espagnol qui seront traduites vers le français. Donc je vous invite à prendre des casques dehors. Bonsoir, j'ai l'honneur de vous accueillir ce soir pour la suite de l'événement de la Nuit blanche du cinéma et du droit à la santé. Cette année, comme chaque année, à l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, nous essayons d'accompagner l'actualité du débat public à travers les thèmes qu'on choisit pour la Nuit blanche. Comme vous avez pu suivre cette année, les questions de revendication du droit à la santé, notamment dans les manifestations du Hirak al-Husima ou Jrada ou dans les différents posts qu'on voit dans les réseaux sociaux, et beaucoup de scandales ont été déclarés sur la question de l'accès à la santé et de la politique publique relative à la santé. Ce soir, nous avons choisi de creuser un peu plus loin sur la question de la justiciabilité du droit à la santé et nous avons pensé à faire parcourir l'Atlantique pour venir me voir une experte qui a travaillé sur la question positionne avec une grande jurisprudence en matière de droits économiques et sociaux. Mais aussi, nous accueillons également Madame Leila Rahoui, représentante de l'UFAM, qui ici représente Mariam Bigdelli, qui normalement devait être parmi nous, mais il a eu un empêchement familial, pour parler un peu de comment se présente le droit à la santé dans le système onusien. Mais aussi, d'un autre côté, mais aussi du côté associatif, le collectif du droit pour la santé, Aziz Rali, qui va nous faire part de leur propre critique de comment ils voient la question de la politique publique de la santé et aussi la dimension de justiciabilité, sachant, et je vous informe que nous avons aussi invité le ministère de la Santé qui n'a jamais répondu présent, qui n'a jamais répondu au courrier tout court. Donc en attendant de résoudre les problèmes techniques, moi ce que je propose, nous commencerons d'abord par donner la parole à Madame Leila Rahoui pour présenter un peu le cadre normatif, comment se présente le droit à la santé dans le système universel des droits de l'homme, qui est le système des Nations Unies. On commence directement, donc on abordera les questions plus tard. Parler du droit à la santé ne peut pas être, ce n'est pas une simple affaire comme de parler, si on voulait parler du droit à l'information également par rapport aux autres ou du droit ou du principe de l'égalité entre les sexes. Donc nous sommes en tant que système des Nations Unies dans l'inaliabilité, l'indissociabilité et l'universalité des droits et tout est interconnecté et c'est très important de le signaler pour commencer. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, ayant dit cela, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à cette question du droit à la santé? C'est que selon notre approche fondée sur les droits humains et sur cette universalité de droit, on va être attentif à un certain nombre d'aspects. Toutes les notions de discrimination, qu'elles soient sociales, géographiques, culturelles, ethniques, raciales, de sexe, etc. Ça, c'est un premier fondement. La deuxième question au niveau de la question du droit à la santé va être la question de la disponibilité de ce soin. La troisième question du droit à la santé va être, quand on dit disponibilité, bien sûr, suffisamment. Le troisième aspect va être la question de l'accessibilité, une accessibilité qui doit être assurée de plusieurs points de vue. D'abord, une accessibilité par rapport à l'accès à l'information sur la question de la santé et de l'appropriation de cette information pour pouvoir en disposer et pour jouir de cette santé. Donc, il y a ça, c'est une dimension importante. Également, cette accessibilité d'une perspective économique et une accessibilité du point de vue de non-discrimination. Ça, c'est le niveau d'accessibilité. Ensuite, bien évidemment, les experts qui sont aujourd'hui dans la salle, il y a la notion de qualité, d'une qualité qui permet la jouissance d'un état de santé donc
convenable. Et ensuite, bien évidemment, la question importante de la redevabilité de l'État. Et là, je voudrais juste revenir chuter, je ne vais pas être très très longue, je voudrais chuter sur la question de la redevabilité pour lier la question du droit à la santé à l'engagement de l'État, des États, de par leur adhésion aux normes internationales et universelles des droits humains, leur ratification aux conventions en la matière. Et donc, cette ratification aux conventions se décline, comme c'est le cas du Maroc, dans son socle constitutionnel et normatif. Donc, le Maroc, ayant ratifié, est apparti aux conventions onusiennes en la matière, a réformé sa constitution et inscrit ce droit fondamental. Ensuite, sur la base de cette constitution, il a entamé une réforme de son socle légal pour assurer ce droit, l'ensemble des droits et leur indivisibilité, y compris le droit à la santé, bien évidemment. Donc, ceci est très important de le signaler, mais le deuxième aspect, donc ça c'est le premier grand volet que je considère comme extrêmement important. La question du droit à la santé, c'est d'abord une question normative et légale. D'abord, il faut assurer le socle légal qui va garantir que ce droit pourra être exercé et que les citoyens vont pouvoir en jouir et qu'il y aura un recours si ce droit n'est pas garanti et assuré par l'État. Le premier grand volet, c'est la dimension normative, donc responsabilité de l'État. Le deuxième grand volet, selon notre perspective, ça va être assez particulier, surprenant pour vous que de me l'entendre dire, c'est qu'une fois que l'on a ce socle normatif, il est très important, le deuxième aspect, c'est celui de la participation. Et on a ici quelqu'un de la société civile. Et quand on dit la participation, ce n'est pas seulement la participation de la société civile, mais quand l'État va mettre en place des politiques publiques, qu'elles soient sectorielles dans tous les domaines, pour assurer la jouissance des droits, quels qu'ils soient, y compris la santé, il se doit de mettre en place un dispositif de participation qui va permettre d'être à l'écoute de l'ensemble des domaines intersectoriels qui vont déterminer et impacter le droit à la santé, d'une part. C'est très important parce qu'on ne peut pas garantir un droit et en annuler un autre. Donc il faut une vigilance pour que la politique publique soit d'abord horizontale en même temps qu'elle va aller de façon verticale dans la spécificité du secteur. Mais cette participation donc, des institutions publiques doit être combinée avec une participation également de la société civile, laquelle participation doit pouvoir déterminer pour l'État quels sont les besoins, quelles sont les spécificités, etc. Et aussi doit permettre une participation à l'évaluation et à la satisfaction des citoyens. Ça, c'est fondamental. Cette participation, elle détermine la qualité des politiques publiques qui vont être designées, comme on dit, parce qu'on aura été vigilant, d'une part au niveau transversal du secteur public, mais d'autre part de la perspective de la société civile. Il est fondamental que cette participation puisse être assurée. Le troisième aspect que je voudrais citer est celui de la redevabilité. Donc c'est, en termes de soins de santé, la responsabilité de l'État est également de communiquer sur les mesures prises et de rendre des comptes sur comment la politique santé a été mise en place. Et c'est là où je voudrais terminer, peut-être rapidement pour ne pas être trop long. La question de la santé va être déterminée par la responsabilité de l'État à, disons, définir sa politique publique, mais cette responsabilité doit être absolument globale, intersectorielle et avoir les moyens de la politique. Ça, c'est le dernier point pour qu'une politique de santé puisse être efficace. Et c'est le dernier point qui est, je pense, déterminant également, c'est la question du budget. Or, un budget n'est jamais neutre. Et lorsque l'on va définir des politiques publiques, comme je disais, elles sont absolument dans une intersectorialité, comme on dit, le budget n'est jamais neutre et le budget, c'est le résultat d'une négociation, priorisation de comment on veut dépenser le denier public. Donc est-ce qu'on va aller dans le droit X, le Y, mettre une route là, comment on va arbitrer sur les moyens de l'État pour que
le droit à la santé soit assuré pour l'ensemble des citoyens, quel que soit le contexte de vulnérabilité, d'enclavement dans lequel ils peuvent être. Je ne sais pas si j'étais assez claire, et donc normatif, participation, intersectorialité, redevabilité et budget fondamental, bien sûr, tout ceci sur une dimension fondamentale qui est on ne peut pas concevoir un droit à la santé sans qu'on ait assuré les autres droits. Voilà, merci. Merci Léa, je pense que tu as lancé les jalons de ce débat justement. Et justement par rapport au... Enfin moi je retiendrai le socle normatif comme le socle normatif du système onusien, mais aussi le dispositif légal à partir des dispositions constitutionnelles, le dispositif de participation et la question de la redevabilité et la budgétisation des politiques publiques relatives à la santé, et surtout par rapport aux catégories justement vulnérables. Donc je pense que notre deuxième présentation donnera beaucoup plus de visibilité à ces quatre socles de jurisprudence en matière de droit à la santé. Hélène Dila, qui vient du Mexique, qui travaille à la Cour suprême de la Nation au Mexique, mais qui a beaucoup travaillé sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine aux droits de l'homme. Je pense que dans un premier temps, il va falloir présenter la Cour interaméricaine, que ce n'est pas une cour mexicaine, que c'est une cour qui rassemble toutes les expériences de politique publique des différents pays de l'Amérique latine. Et je vous donne la parole directement pour pouvoir présenter ça. Après, on passera justement à comment cela se présente chez nous au Maroc par rapport justement aux expériences de jurisprudence en matière de droit à la santé et l'évaluation de la société civile en tant que dispositif de participation à nos politiques publiques de la santé. Je vous donne la parole. D'abord, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir reçu votre invitation de la part de la présidente Rita Sin et Fava Marouf. C'est une joie pour moi de pouvoir être avec vous et de pouvoir ouvrir cet espace de dialogue entre l'Amérique latine et le monde arabe et le continent africain en général. C'est très important pour nous et du côté des personnes qui travaillent en Amérique latine, surtout au Mexique, il y a un résultat significatif important pour ce type d'espace, de forum et de dialogue. De cette manière, j'ai pensé structurer l'intervention en 4 grandes parties. D'abord, impliquer la Cour interaméricaine comme Cour régionale de protection des droits de l'homme. Ensuite, comprendre exactement comment est réglementé le droit à la santé dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Et ensuite, partager un peu le débat récent sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels dans le domaine interaméricain. Un débat très vif, très sérieux, qui, on peut dire, la Cour américaine a conclu, mais cela ne veut pas dire que le débat est clos. Enfin, je voudrais exposer la structure de la jurisprudence à propos du droit à la santé dans la Cour interaméricaine, de manière générale, concise et la plus claire possible, pour ensuite ouvrir un temps de questions, de dialogue, qui permettra éventuellement d'approfondir. Ce serait avec grand plaisir. D'abord, la Cour interaméricaine, comme nous l'avons fait remarquer, est le fruit d'un système régional. Nous avons 3 systèmes régionaux de protection des droits de l'homme dans le monde. Le système africain, interaméricain et européen, qui font partie du système universel, font partie de cet ensemble mondial de systèmes de protection, de système universel, de système régional,
La Cour interaméricaine est la deuxième de ces systèmes régionaux. La plus novatrice est la vôtre, le système africain de protection des droits de l'homme. Et le tout premier est le système européen. Ceci dit, la Cour interaméricaine tire ses compétences de la Convention américaine des droits de l'homme de 1979, qui a été mise en application 9 ans après. Le délai entre la signature et la mise en vigueur montre la disposition des États dans le passé. C'est une vision du droit international public classique dans lequel la souveraineté et la non-intervention dans les affaires internes étaient primordiales. Nous voyons que ces espaces importants entre la signature et la ratification du traité, ainsi la Convention interaméricaine des droits de l'homme, et ce traité que nous avons en Amérique latine, qui donne vie à la Cour interaméricaine, et avec la carte de l'Organisation des États américains qui forme cette organisation, avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ces deux organisations travaillent ensemble au fonctionnement de notre système. Maintenant, la forme dans laquelle le droit à la santé s'applique est très intéressante et je veux faire très attention à la manière dont je la présente, car ces détails sont précisément ceux qui sont les plus débattus au niveau universitaire, au niveau de la société civile et à l'intérieur de la Cour interaméricaine. Pour cela, il me paraît très important de vous dire avec beaucoup de prudence que la Convention interaméricaine des droits de l'homme contenait à l'origine des droits civils et politiques. Et un seul article de cette convention fait référence aux droits économiques, sociaux et culturels. Comme nous savons, le droit à la santé en fait partie. Et c'est intéressant. Et ce n'est pas différent de la forme à laquelle nous comprenons ce droit. Je fais référence ici au fait que la publication d'un article ne donne pas directement droit aux droits économiques, sociaux et culturels, mais mentionne le développement progressif de ces droits en fonction de la capacité économique de chaque État. Cet État sera obligé de fournir ses services. Nous parlons du droit à la santé, à l'éducation, au logement, etc. L'article termine ainsi. Les plénipotentiaires, au moment de la rédaction de cette charte, ont décidé de ne pas instaurer de justiciabilité directe, mais programmée. Et c'est la seule qui est mentionnée dans notre convention interaméricaine. Nous avons également le protocole supplémentaire, qui est un protocole qui établit les droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux et les développe magnifiquement, mais ce protocole supplémentaire à la Convention a une limite très claire, l'article 19, qui dit que seuls sont justifiables directement, c'est-à-dire parviennent à la Cour interaméricaine, les cas en lien avec le droit à la santé et aux syndicats, la formation de syndicats et le militantisme syndical. On voit donc que les plénipotentiaires latino-américains semblent ne pas vouloir instaurer de justice directe pour les autres droits. Nous avons ici un panorama juridique durable pour le droit à la santé en Amérique latine.
Maintenant, le débat, que s'est-il passé? On a toujours parlé de la possibilité de justiciabilité directe. Ce débat est permanent, y compris au moment de la rédaction de la charte. Malgré cela, pour la Cour interaméricaine, ce débat lancé en 2015 avec un cas lié à l'Équateur, le cas González Willy, dans lequel une petite fille a malheureusement été infectée par le VIH-Sida du fait d'une négligence médicale dans une institution publique. Et cette petite fille a été ensuite discriminée à l'école et privée de son droit à l'éducation. C'est la première fois que la Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré la responsabilité internationale d'un État ou la violation d'un article du protocole de Saint-Salvador, le droit à l'éducation, mais il a omis le droit à la santé, du fait que le protocole ne permet pas la justiciabilité directe du droit à la santé, mais le permet pour le droit à l'éducation. Il s'agit d'un débat très important, car les juges actuels de la Cour ont pour la plupart émis une série de votes spécifiques pour cette sentence. Et pour cela, on s'ouvre ici un débat pour la Cour interaméricaine. Et un de ceux qui appuient la justiciabilité directe est le président mexicain actuel, Eduardo Ferrer Magrebo, le président actuel de la Cour qui est mexicain, mais pas le président mexicain, bien sûr. Tout ça pour dire tous les problèmes que ce traitement direct a provoqué. Voici un aperçu de comment fonctionne notre Cour, de la situation actuelle. Maintenant, nous devons prendre en compte le fait que la Cour interaméricaine, qui n'a pas cette compétence directe pour traiter les violations des droits économiques et sociaux, culturels et environnementaux, les a justiciabilisés malgré cela. Elle a été très habile au niveau de ces arguments, car certes la Convention ne le permet pas, mais la Convention interaméricaine s'est basée sur le droit à la vie et à l'intégrité personnelle, qui correspond aux articles 4 et 5 de la Convention interaméricaine des droits humains. Ainsi, la Cour interaméricaine les a justiciabilisés, mais non de manière directe, mais indirecte. Elle a certes pris en charge ces cas, mais non du fait de la doctrine directe. Par conséquent, c'est très louable de la part de la Cour, évidemment. D'autre part, il y a 9 mois environ, un événement historique a eu lieu dans notre Cour. Historique parce qu'il ouvre une deuxième étape pour la jurisprudence de la Cour, qui est que pour la première fois, l'article 26 de la Convention a été déclaré directement justiciable. C'est-à-dire que cet article 26, qui évidemment n'avait à l'origine que des droits programmés en fonction des ressources des États pour garantir ces services, la Cour interaméricaine a réfléchi et a décidé que cet article contient des droits et contient l'ensemble des droits. C'est une interprétation très intéressante, car cet article 26 mentionne que les États devront garantir ces droits en fonction de leurs ressources et de manière progressive et non régressive. Un droit garanti une fois ne peut être repris, ne peut être aboli. Il faut continuer à avancer.
La charte de l'Organisation des États américains a donc été révisée au niveau d'un article qui mentionne explicitement le droit à la santé. Aussi du fait des opinions consultatives de la Cour interaméricaine, a dit explicitement que pour atteindre l'objectif de la Charte des États sud-américains, nous devons nous fonder sur la Convention américaine des droits de l'homme, qui est un document bien antérieur à la Convention, qui n'a pas d'effet obligatoire, mais était déjà en effet y compris avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. 8 mois avant. Et nous mentionnons expressément les droits économiques, sociaux et culturels. Il ne s'agit que d'une déclaration des bonnes intentions pour l'avenir. Mais la Cour interaméricaine, il y a 8 mois, a décidé que cet article 26 permet à la Charte des Nations américaines, qui contient expressément ces droits économiques et culturels, ferme le cercle par rapport à la déclaration américaine. Et c'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire de la Cour interaméricaine, qui existe depuis 40 ans, nous avons une justiciabilité directe pour les droits économiques, sociaux et culturels. À cette occasion, le droit au travail a été déclaré violé. Ensuite, d'autres sentences ont été émises en lien avec le droit au travail. Et pour ma plus grande joie et au dégoût de ceux qui étaient en désaccord avec la manière de fonctionner de la Cour, il y a 8 jours, le 28 juin de ce mois, la Cour interaméricaine s'est prononcée pour la première fois sur le droit à la santé de manière directe. Quand je dis de manière directe, cela veut dire que la Cour a déclaré la responsabilité internationale de l'État en disant que l'article 26 de la Convention américaine a été violé, cet article garantissant les droits à la santé. C'est fantastique pour nous. Et nous devons aussi prendre en compte les réticences, surtout les réticences politiques, car il peut y avoir des réactions de la part des États américains qui disent « Cet article ne convient pas de droit et vous m'imposez des choses qui n'existent pas dans la Convention ». Nous allons voir comment nous allons avancer. La Cour l'a bien défendu. Donc, certains disent que... Mais... Oui, j'en arrive là. Le cas traite des personnes majeures, vulnérables. C'est la partie à laquelle je vais passer maintenant. Ça n'attire pas l'attention de voir que, pour ce qui est du droit à la santé, 85% des jugements concernent des personnes vulnérables. Dans le cas présent, pour ce premier jugement, il s'agit de personnes majeures. Pardon, de personnes âgées plutôt. Une personne âgée morte dans une maison de retraite publique, dans un hôpital public, du fait du manque d'attention, du manque de suivi des signes vitaux, de ces signes vitaux. Les médecins ont refusé de prendre soin de cette personne, de lui donner les soins vitaux. Par conséquent, le temps est passé, ils n'ont pas reçu, la personne n'a pas reçu les soins requis et malheureusement elle est décédée. Pour résumer, voici le cas. Pour résumer,
Cela a donné à la Cour interaméricaine l'occasion de dire qu'il y avait là une violation absolue du droit à la santé. Surtout, la Cour fait une affirmation très détaillée sur le droit à la santé, la manière dont il faut protéger en cas d'urgence, surtout avec les personnes en situation de vulnérabilité comme les personnes âgées. La Cour a dit très clairement qu'une personne avec ces caractéristiques a besoin d'une protection renforcée. Ce sont les paroles de la Cour. Il s'agit évidemment d'une porte ouverte pour les prochains cas que nous allons traiter, qui donneront à la Cour une fraîcheur et une doctrine enrichie sur les droits économiques, sociaux et culturels que le système universitaire n'a pas plus que les deux autres systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Je vais m'arrêter là. Gracias. Yo solo quiero que tome el tiempo para explicar el funcionamiento de la Corte. Son ciudadanos que llaman a la Corte. ¿Cómo funciona la Corte para los ciudadanos? Comment fonctionne la Cour pour les citoyens? D'abord, il faut prendre en compte le fait que le système de droits de l'homme, le système international des droits de l'homme, est un paradigme lié au contexte du droit international public, car de manière générale, les sujets du droit international sont les États en premier lieu et les organismes internationaux. De manière générique, la révolution est que le sujet ou le citoyen devient sujet de droit international. C'est la raison d'être des systèmes de protection des droits de l'homme. À partir de là, ceci étant entendu, la manière d'accéder au système, de parvenir jusqu'à la Cour interaméricaine, il y a évidemment une procédure à suivre. D'abord, quand on présente la violation d'un droit humain d'un citoyen d'un pays, cette personne doit évidemment produire les ressources internes de l'État. Avoir épuisé les ressources internes de l'État, elle doit recourir à ses propres juges, à ses propres systèmes administratifs, jusqu'à avoir épuisé tous les recours possibles au niveau de son État. Et si son État ne lui a pas donné la protection et la réparation intégrale qu'il mérite, alors il peut accéder à la Cour internationale des droits de l'homme, qui est l'organe qui occupe cette fonction de filtrage pour obtenir une solution à l'amiable entre l'État et les victimes. Si la Commission interaméricaine ne parvient pas à négocier cela entre les parties, c'est alors qu'on la transmet à la Cour interaméricaine. Merci Hélène. Déjà, je pense qu'avec les deux premières interventions, nous avons un peu les rails pour conduire à une lecture de notre réalité de la politique publique locale, que ce soit au niveau des cadres normatifs national, du socle normatif, du dispositif légal, du dispositif de participation, de la question de la redevabilité ou du budget, ou par rapport à la question d'évolution de la jurisprudence de la Cour interaméricaine dans le premier temps, une justiciabilité du droit à la santé de manière indirecte à travers différents droits, et dans la dernière jurisprudence qui concerne une jurisprudence d'accès au droit à la santé de manière directe. Donc je donne la parole à M. Aziz Rali, qui représente le collectif du droit à la santé, qui va beaucoup plus nous parler du cas du Maroc et de comment se présente le droit à la santé dans le système normatif local.
Oui, c'est bon. Merci. Dans ma présentation, tout d'abord, c'est de me présenter. Je suis le Dr Aziz Ghali. Je suis membre du bureau central de l'AMDH, l'Association marocaine des droits humains. En même temps, je suis vice-coordinateur du collectif pour le droit à la santé, qui est un collectif constitué de 57 associations qui travaillent sur la question de la santé, mais ce n'est pas dans le sens qu'on se traite des programmes. Le travail du collectif qui a débuté en 2009, on peut le diviser en deux niveaux. De 2009 à 2011, tout le travail était concentré sur la constitutionnalisation des droits à la santé. Donc on s'intéresse beaucoup au débat politique plus que les aspects exécutifs de la santé. Et depuis 2011 jusqu'à maintenant, on essaie de travailler sur quelques problématiques que nous jugeons qui sont importantes. On a beaucoup travaillé sur la santé communautaire. On a travaillé dans la zone de Hoceima et région. On a élaboré un rapport bien détaillé sur la situation de la santé. Lorsqu'on parle de la santé, ce n'est pas uniquement les soins, l'accès aux soins. On parle de la santé dans sa globalité avec ses différents déterminants socio-économiques. Et on n'essaie pas de faire beaucoup de programmes. Maintenant, on essaie de travailler sur la couverture universelle avec la vision du politique, c'est-à-dire basée sur les droits humains. Donc c'est la deuxième instance que je présente ici. Et sur le manuel, vous allez voir que aussi je suis coordinateur du Forum social mondial de la santé et de la sécurité sociale. C'est un forum qui a vocation politique très claire. On essaie de travailler avec les partis progressistes dans le monde entier. On avait beaucoup d'expérience. En Équateur, c'est nous, c'est-à-dire le groupe d'experts de ce forum, qui ont fait le programme de la couverture médicale en Équateur avec le président Rafael Correa. Maintenant, l'ajustement du travail avec l'IMI. De même, on a travaillé, la dernière chose, avec le Parti colombien sur la question de la protection sociale, comment on a réalisé dans un pays. De même, on est en train de travailler avec nos amis mexicains sur la protection sociale, comment on l'a concepté, les fonds, comment on l'a réalisé. De même, en Uruguay, on a aussi travaillé avec les Philippins. Ici, dans la région, on a travaillé un peu avec le Front populaire de la Tunisie. Ici au Maroc, on ne travaille avec personne parce que nous jugeons que les partis politiques n'arrivent pas encore, bien n'ont pas encore le pouvoir d'exécuter les propositions qu'ils vont présenter aux citoyens. Les choses se font autrement. Donc on les laisse encore le temps, et c'est ce qu'on appelle les laboratoires politiques, c'est-à-dire un espace de dialogue entre le politique et la société civile pour l'élaboration des programmes. Donc c'est ça le Forum pour la santé. Dans ma présentation, j'ai essayé un petit peu de faire une présentation un peu longue, mais je ne sais pas combien de temps j'aurai pour la présenter, comme ça j'essaie de... Donc en 20 minutes, oui, j'essaie de la respecter. Dans la présentation, il y a 3 niveaux. Dans le premier niveau, c'est le niveau international, parce qu'on parle de la santé, mais il y a une grande différence sur la définition de la santé. Parce que la définition de la santé, telle qu'a été conçue par l'OMS en 1946, elle est très différente de ce qu'on est en train de parler des soins de la santé. Et même, j'essaierai de voir un petit peu dans le cadre normatif, dans pas mal de régions, soit dans l'Afrique ou bien dans la charte de Saint-Salvador de l'Amérique latine, comment le changement des mots peut modifier beaucoup de choses et peut diminuer même l'action de la société civile. Après, j'essaierai un petit peu de parler de l'État du Maroc. Je ne sais pas si les gens ici, ils ont beaucoup de données sur le système national de santé, les défaillances du système de santé national, avec quelques exemples, j'essaierai de passer si vite. Et dans le cadre de la participation de la société civile, je ne sais pas si nos amis dans la régie, ils ont la possibilité d'accès à l'Internet pour vous présenter une chose qui a été élaborée par le collectif de droit à la santé. C'est une évaluation des hôpitaux par les citoyens. Chaque citoyen peut entrer dans le site du collectif et faire une évaluation d'un hôpital ou bien d'un centre de santé, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur public. Et à la fin de l'évaluation, on aura des notes qui sont très claires et qui sont basées sur les normes de l'OMS. Est-ce que cet hôpital ou bien ce centre de santé répond aux normes de l'OMS ou non? Donc ici, c'est la définition. On maintient tout simplement un seul mot dans toute cette définition, c'est le bien-être physique, mental et social. Parce que le plus important, c'est ce mot-là qui est social, qui va sauter, même dans le pacte international des droits économiques et socio-culturels. Parce que dans l'article 12, on ne parle que du bien-être physique et mental. Donc toute la dimension sociale a sauté. Et il fallait attendre jusqu'à 2005, on a commencé un débat au Brésil avec le système universaliste et tout ça, pour un petit peu mettre en place les déterminants socio-économiques de la santé. Et ce qu'on est qu'en 2008, que les Nations Unies ont commencé à prendre en considération beaucoup les déterminants socio-économiques de la santé. Oui, vous pouvez passer.
encore, ici c'est des organes chargés, c'est le droit de santé, oui, vous passez encore. Ici c'est le pacte, c'est le droit qu'a toute personne de jouir de meilleur état de santé physique et mental. Donc le côté social et la santé, alors que normalement il doit être présent. Oui, vous passez. Oui, encore, vous passez. Encore, si c'est les exemples régionaux sur la charte après, même on va essayer de remarquer un petit peu que même sur, par exemple, la charte sociale européenne, il y a la dimension physique, mentale et sociale. Oui, vous passez, comme ça, on va essayer de la voir. Donc, dans la charte européenne, il y a la dimension sociale. Donc, par exemple, dans la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, il n'y a pas cette dimension sociale. Ils sont arrêtés uniquement sur l'aspect physique et mental. Donc, lorsqu'on essaie un petit peu de parler aux États sur la question de social, nous, dans la Convention, il n'y a pas. Donc, on est dans les normes normatives de la Convention. Oui, vous passez. Oui, ici c'est la charte, tout en sachant que le Maroc n'a pas encore ni signé ni ratifié cette charte-là concernant les droits humains en Afrique. Parce que la question du Sahara, il ne veut pas s'impliquer dans beaucoup de choses. On attend qu'elle ratifie ça pour un petit peu faire du plaidoyer au niveau africain. Oui, passez. Ici, c'est la Constitution. Léla a parlé un petit peu de la Constitution, mais malheureusement, la Constitution marocaine, il n'y a pas de droit à la santé. Tout ce qu'il y a, c'est que l'État œuvre, donc il ne s'engage pas, œuvre à la mobilisation de tous les moyens à disposition. Donc on est toujours dans la logique du moyen à disposition pour faciliter. Donc il n'y a pas de garantie. L'égal accès des citoyennes et citoyens, déjà une discrimination, parce que la question des migrants et tout ça, ils ne font pas partie de cette partie-là. Et en plus de ça, ils parlent uniquement d'accès aux soins de santé. On peut dire que c'est une constitution ramidiste qui répond après à la loi du Ramed, c'est-à-dire les soins de santé seront fournis uniquement selon les moyens. Lorsque dans la Constitution on parle de l'État, et lorsqu'on va descendre un petit peu vers le niveau régional et local, selon les moyens d'un centre de santé ou bien de dispensaire, donc il n'y a pas de droit à la santé. Et il y a aussi des choses qui sont très, très importantes à laquelle on doit faire attention, parce que l'article 31, c'est l'article des droits économiques, sociaux et culturels. Il y a l'éducation, le logement et tout. Mais il y a aussi à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutuelle ou organisée par l'État. Donc ici, l'État, il essaie de jouer le rôle d'organisateur. Demain, après-demain, on peut avoir la privatisation de la CNSS et de la CNOPS, et l'État va jouer tout simplement le rôle d'organisateur et de régulateur. Donc il n'y a pas de garantie, ni de la protection, ni de tous ces droits-là. Oui, on passe. Après, j'ai fait quelques exemples de la Constitution en Égypte. Par exemple, en Égypte, ce qu'on peut retenir, c'est que pour la première fois, un État parle de l'État assure l'affection d'une proportion au moins 3% du PNB pour la santé. Donc c'est déjà un acquis. Dans la Constitution tunisienne, chacun a droit à la santé, point. Donc c'est déjà de même pour la Constitution algérienne. Oui, vous passez. Ici, c'est une petite vision à l'échelle internationale, parce que lorsqu'on parle de la santé ou bien des droits économiques et socioculturels, on parle des droits à laquelle il doit être une participation active ou bien positive de l'État, ce sont des droits coûteux. Ici, c'est un petit peu combien on dépense pour la santé dans le monde entier. Le chiffre, vous allez voir qu'il va augmenter. En 2007, on était à 5,3 trillions de dollars. Donc c'est un marché qui est très, très important. Après, vous passez. Ici, en 2017, on est à 7 trillions 47. On est passé de 5,8 à 7,47 trillions de dollars à l'échelle internationale. Donc c'est un marché qui est très, 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 très important et qui, du point de vue économique, il a beaucoup de poids. Oui, après, vous passez, si c'est la question des paiements directs, je serai de la revoir dans un autre slide. Oui, vous passez. Ici, c'est quelques 1,3 million de pauvres qui n'ont pas accès aux services, 150 millions d'individus qui font face aux catastrophes, parce que lorsqu'on parle de faire face aux catastrophes financières, l'OMS a fixé que ces dépenses ne doivent pas dépasser 20%. Ici au Maroc, on est à 56%. Donc on a dépassé la catastrophe. Dans une situation un petit peu... Oui, vous passez. Oui, ici c'est... Malheureusement, il n'y a pas avec nous le représentant de l'OMS pour nous répondre un petit peu sur la situation de l'OMS. Parce que l'OMS, malheureusement, il ne joue plus son rôle qu'il a été conçu depuis 1946. Ici, c'est la question du financement de l'OMS. Vous pouvez bien remarquer une chose,
c'est que dans l'OMS, il y a 3 niveaux, il y a le secteur privé, ça, mais le plus important, c'est qu'il y a des gens qui donnent à l'OMS des dons d'une manière volontaire, et il y a des gens qui donnent des dons, mais conditionnés. Et par exemple, ici, le premier qui donne beaucoup à l'OMS, c'est la Fondation Bill Gates. Et d'ailleurs, lors des derniers congrès de l'OMS, Bill Gates prend au moins 5 à 7 minutes de parole dans l'Assemblée. Donc il paye bien pour que... Et même les États-Unis, leur contribution est conditionnée. Et la contribution des États, elle est de moins en moins importante, tout simplement parce que ces fondations, elles sont commencées un petit peu à jouer le rôle des États. Le résultat de ces fonds conditionnés, on va le voir dans d'autres slides. Ici, par exemple, non, il y a un slide, je pense, avant celui-là. Non, vous passez? Oui, ici, j'essaierai de parler un petit peu de cette situation. Par exemple, on a 27,8 de ressources de l'OMS, elle est consacrée à la polymyélite. La polymyélite, elle est très rare, elle n'est nulle part, sauf dans des zones bien localisées. Et on lui consacre 27,8%. Donc c'est une question posée, pourquoi on consacre tout cet argent-là pour la polymyélite, alors que d'autres éléments qui sont très importants, par exemple, si on prend la santé et l'environnement, on est à 0,2. Alors que ça fait longtemps, on parle de la santé et l'environnement, donc les fonds consacrés à l'environnement, ils sont très minimes. De même, pour les déterminants socio-économiques de la santé, on leur consacre tout simplement 0,4%, devant 27% pour la polymyélite. Donc, où est-ce qu'il est l'OMS? Donc après, dans les questions, je peux répondre parce que je suis un petit peu ces questions. Ici, ce sont les fonds. Ici, c'est les fonds qui sont en 2016, 63, c'est ce slide qu'on doit voir en premier lieu parce qu'ici, il y a 63,7, c'est la globalité d'argent qui est fournie pour la polymyélite. Le 27, c'est lorsqu'on essaie de faire rotation de tous les programmes. Par exemple, les fonds, c'est les fonds conditionnés, ils ne donnent rien, par exemple, pour l'alimentation, c'est à 0. Et pour la transparence, la redevabilité, c'est toujours le fameux 0. Ici, c'est le paiement direct, dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est la plus grande catastrophe. Donc, le Maroc, on est à 56, la Tunisie, ils sont à 37. Non, c'est tout simplement combien, c'est out of pocket, combien dépense le citoyen de sa poche sur la santé. On est à 56, les Tunisiens sont à 37, le Togo à 38, le Niger à 34. Tout simplement, on est dépassé uniquement par le Côte d'Ivoire qui sont à 62. Et je dis bien que l'OMS parle de 20%. Ici, c'est un petit peu la situation. Les ratios de le nombre d'habitants par établissement de soins de santé, ce qui est rouge, c'est la moyenne. Et vous pouvez bien voir que la situation, les autres, elles sont au-dessus de la moyenne, elles ne sont pas encore. C'est la Banque mondiale. Ici, c'est l'encadrement médical, on passe, les données, vous pouvez les trouver, ou je peux vous les laisser, vous passez, pour arriver un petit peu, parce que j'ai pas. Ici, c'est un petit peu qui résume la situation. On a les dépenses globales de la santé au Maroc, les ressources fiscales. On est à 21%. Par exemple, si on prend un pays comme le Brésil, la contribution fiscale est à 80%. Le paiement direct des ménages, 56%. La couverture médicale, 20,3%. Les employeurs, 1,3%. 1,8%. La coopération internationale, c'est uniquement 0,4%. Les autres, 0,5%. Ici, c'est toujours la fameuse répartition des ressources. Ici, c'est un petit peu aussi la situation, c'est la dépense de la santé par capita. Oui, c'est la Banque mondiale. Donc, le Maroc, l'Égypte, on est toujours en dessous des normes. Après, il y a aussi le slide, une petite comparaison qui est très claire. Oui, vous passez. Parce que je vois les 20 minutes. Oui, on s'arrête un petit peu ici. C'est une comparaison entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et les normes de l'OMS. Question de budget. Tout simplement, le budget de la santé est à 5,9, alors que l'OMS recommande 9%. Si on peut aller un petit peu loin, on parlait de la déclaration d'Abuja. La déclaration d'Abuja, elle parle que pour avoir un système de santé efficace, on doit avoir 15% du budget. Pour les charges financières, la santé par personne en dollars, et ici, on parle de dollars en parité de pouvoir d'achat. Ce n'est pas en dollars convertibles.
C'est comme si on a les trois pays, elles ont la même monnaie. Le dollar en parité de pouvoir d'achat, je pense cette année-là, il est à 3,70 et à 3,72. C'est à peu près dans ce niveau-là. Donc on voit que le Maroc est à 192, l'Algérie à 386, la Tunisie à 306. Médecin pour 10 000 habitants, 6,9, 12, 14, donc on voit bien que le Maroc, c'est pourquoi j'ai mis le rouge, parce qu'on est vraiment dans le rouge concernant ces paramètres, ou bien des éléments, parce que lorsqu'on parle de droit à la santé, le droit à la santé c'est un droit coûteux, il y a des éléments de droit pour avoir accès au droit à la santé, il faut au moins un petit peu que ces paramètres essaient d'être dans les normes, parce qu'après, par exemple, si on prend le nombre de lits par habitant, pour 10 000 habitants, on est à 0,9 pour 10 000. Donc la situation, oui, vous passez. Ici, j'essaie un petit peu de parler des médicaments, parce que ça fait maintenant 2 ans que tout le monde parle des médicaments. On a fait les baisses des médicaments, on a fait beaucoup de choses. Donc on essaie un petit peu de répondre, qu'est-ce qu'on a fait dans cette question des médicaments. Donc les médicaments dont le prix n'a pas changé. On est à 2,15 de la masse totale des produits, c'est-à-dire 114 produits. La baisse de moins d'un dirham, c'est 21,16% de médicaments. Par exemple, je donne Minidril, quand c'est 9 dirhams 10, maintenant il y a 9 dirhams. Il considère qu'il y a une baisse. Entre 1 dirham et 10 dirhams, on est à 59,19. Si on essaie de faire une sommation des produits là où il y avait une baisse de moins de 10 dirhams, on peut faire 59 plus 21 plus 2, donc à peu près 82-83% de médicaments, il n'y a pas une vraie baisse des prix des médicaments. Ça, c'est un travail qu'on a fait à l'AMDH, l'Association marocaine des droits humains, c'est la question des médicaments. Vous passez. Ici, c'est encore un autre paradoxe marocain. On a essayé de prendre les prix des médicaments. Avant, il y avait la pharmacie de la CNOPS. C'est-à-dire les adhérents de la CNOPS, pour les maladies chroniques, ils peuvent aller à la pharmacie de la CNOPS pour récupérer les médicaments. Donc, on a pris quelques médicaments, je ne vais pas citer les noms, et on a fait une comparaison des prix. Par exemple, un médicament acheté par la CNOPS à 225 dirhams. Le ministre de la Santé l'achète à 109, les citoyens à l'hôpital, il est vendu à 690, mais si un citoyen veut acheter le même médicament, il l'achète à 1040 dirhams. Autre chose. Oui, c'est moi. C'est la MDH. Non, c'est la MDH, il est publié et nous sommes responsables de tout ce qu'on a fait. C'est le rapport, je pense, 2015 ou bien 2016. Lorsqu'il y avait le débat sur les médicaments, on a fait ce calcul-là. Ici, oui, vous passez. Donc, j'essaierai de lire avec vous cette paragraphe-là. Rappelons que la solidivir, ça concerne l'hépatite C. Premier générique anti-hépatite C, 100% marocain, à base de la sofosbuvir, est commercialisé au prix de 3 000 dirhams la boîte au Maroc. Le prix de la cure de 12 semaines est de 9 000 dirhams, alors qu'il est de 451 000 en France, 800 000 aux États-Unis. 3 mois après la mise sur le marché de ce médicament, le laboratoire pharmaceutique a lancé. Et en haut, vous pouvez bien remarquer que la date de péremption, elle est le mois 6 2018. Ça, pour montrer un petit peu les enjeux qui sont dans la santé au Maroc. Le premier médicament, les cartons, c'est un laboratoire qui a obtenu l'AMM en mois d'avril. C'est l'autorisation de mise sur le marché. Et nous apporte des médicaments qui sont périssables au mois 6 et au mois 5 2018. C'est-à-dire qu'il n'était ni fabriqué ni rien du tout. Il a eu l'AMM, et même lorsque ce médicament, c'est un pharmacien qui a produit le premier générique à 3 000, normalement ce générique doit être vendu moins, parce que la règle dit que le deuxième générique doit être 30% moins que le premier générique, jusqu'à 50%. Donc, lorsqu'on essaie de lire là, on est bien au Maroc à 3 000 dirhams au lieu de 451, au lieu de 800 000. Donc, l'État marocain a fait un grand effort, on peut la saluer. Mais lorsqu'on passe à la deuxième slide, on dit qu'on est arnaqué par l'État marocain parce que le prix des médicaments en Égypte, il est à 71 livres égyptiens. La cure, il est à 200. 200 livres égyptiens, ça veut dire 10 $. Mieux dirhams. Le médicament vendu au Maroc à 3 000 dirhams, en Égypte, il est vendu à 100 dirhams aujourd'hui.
C'est pas question de TVA, c'est rien, c'est question que l'État marocain n'a pas fait son travail. C'était un marché entre le ministère et le laboratoire et ils ont fixé le prix. Alors ils ont fixé le prix à 30 000 dirhams. Alors que le prix de revient de ce médicament-là, pour un petit peu savoir, parce que c'est le médicament qui a été produit par Gilead Sciences, le prix de revient c'est 80 $ aux États-Unis. Alors qu'il est vendu aux États-Unis à peu près 80 000 $. Pour un petit peu répondre à cette question d'une manière simple et banale, le président du conseil d'administration de Gilead Sciences, c'est Donald Rumsfeld, l'ex-ministre de la Défense américaine. Donc c'est bien compris. Donc, pour le cas de l'hépatite C, on aurait bien un malade au Maroc peut bien se déplacer en Égypte et acheter ses médicaments et être traité, moins qu'il achète les mêmes médicaments ici au Maroc. Donc c'est un petit peu le flou. Tout simplement, j'ai même ici le 25/5/2018. Là, c'est un travail sur lequel on a travaillé avec les Égyptiens un petit peu pour suivre la question de l'hépatite C. Oui. Ici, c'est un petit peu l'état de santé. Donc, on a parlé des moyens mis en place et les résultats. Par exemple, pour la mortalité maternelle, le Maroc on parle de 72 pour 100 000. Mais nous, en tant que société civile, on dit bien que ce n'est pas très juste. On a fixé le chiffre 100 parce que toutes les instances à l'échelle internationale disent que 72 pour 100 000, ça ne tient pas debout. Parce que si on essaie de suivre un petit peu l'évolution, de 1994 à 2004, un jour, en 1994, on était à 227 pour 100 000. Après, du jour au lendemain, on s'est dit, on est à 120. Après, mais la question pour que le ministre de la Santé n'a pas encore répondu, c'est combien de gynécologues on a dans le ministère de la Santé. Pour avoir cette baisse-là, le nombre de gynécologues qui travaillent dans le ministère de la Santé, ça ne dépasse pas 220. Pour qu'on soit très clair. Dans le secteur public, à l'échelle nationale. Donc, la majeure partie est faite par des sages-femmes. C'est pourquoi on a, même pour l'accouchement, il y a un phénomène qui est apparu au Maroc dernièrement, c'est les femmes qui accouchent dans la rue, devant les hôpitaux. C'est un phénomène que nous voyions avant uniquement à la Palestine avec les checkpoints israéliens. En 2017, les femmes qui ont accouché sur les checkpoints en Palestine, ça ne dépasse pas 15 à 20 ans. Ici au Maroc, c'est plus. De même, pour la mortalité infantile, on est à 26, 22 en Algérie, 23 en Tunisie, donc c'est à peu près le même. Le manque de poids, on est à 9,9, les Algériens sont à 3,7, les Tunisiens sont à 3,3. Le moyen de vie, tout le monde maintenant, j'essaie de donner un exemple tout simplement pour comprendre. Parce que toujours, lorsqu'il vient quelqu'un du ministre de la Santé, il me dit que le moyen de vie au Maroc, il est bien. L'espérance de vie, on est à 76 ans. Donc on dit, oui, c'est très bien. Mais la question qu'on pose, combien on vit en bonne santé au Maroc? C'est tout simplement 53 ans. Oui. Et depuis 53 ans à 66 ans, le Marocain, il traîne. Donc un petit peu, il y a des normes qui laissent un petit peu le ministre de la Santé qui montre pour qu'il nous dise on est bien, on avance dans beaucoup de choses, bien dans beaucoup de paramètres. Mais lorsqu'on pousse un petit peu la vision, bien lorsque nous faisons focus sur quelques éléments, on voit que la situation est critique. De même pour la tuberculose. La tuberculose, on est toujours à 30 000 cas par an. Ça fait longtemps, même si le traitement est gratuit, on est toujours dans 30 000 cas parce qu'on ne travaille pas, c'est ce qu'on appelle les déterminants socio-économiques de la santé. À Casablanca, il y a les grands foyers de la tuberculose, Sidi Moumen et région. Donc ce sont des situations sur lesquelles on doit faire un petit peu attention. Oui. Ici, on a parlé un petit peu de l'out of pocket, c'est-à-dire l'argent dépensé par les familles. Ici, dans la MDH, on a compté, on a essayé un petit peu de faire le calcul, combien ça coûte le traitement du cancer. Depuis la première consultation chez un généraliste à 100 dirhams, jusqu'à la fin du traitement. On a trouvé que pour le cancer de poumon, il est à 35 364 dirhams. Le cancer du côlon, 31 164,40. Le cancer du col de l'utérus, 50 680. Cancer de la gorge, 50 120. Le cancer des seins, 27 935,50.
Non, non, c'est tout simplement, on peut la calculer tout simplement. Tu vois un médecin, tu fais par exemple un généraliste 100 dirhams, il passe chez le spécialiste, c'est 250 dirhams, il lui demande des analyses avec une scintigraphie et tout ça, ce sont des calculs, ce n'est pas un échantillonnage. Après, on passe à l'opération, la chimiothérapie combien elle coûte, la radiothérapie combien elle coûte, et le résultat, c'est ce qu'on demande. Tout simplement, c'est que la question, qui paye tous ces sommes-là? Tout en sachant que la couverture, il est très minime. On passe. Ici, c'est la question des médecins et la répartition par région. On passe. Ici, c'est un rapport que je dis qu'on a établi sur l'Husima. Et on a trouvé que, après, si on a le temps, je peux vous parler un petit peu sur l'hôpital de cancérologie de Husima, parce que c'est une question un petit peu absurde. Mais lorsqu'on a travaillé avec la communauté à Husima, par exemple, on a essayé de mesurer l'insatisfaction de la population pour les services de soins. On a trouvé que 77% de la population est insatisfaite. Et lorsqu'on pousse un petit peu le débat avec les malades chroniques, c'est-à-dire les gens, les hypertendus, les diabétiques, on a trouvé que cette insatisfaction, elle est à 93%. Des services offerts par les centres de santé et tout ça, le rapport il existe. Ici, c'est la couverture médicale. On a toujours cette partie-là de la population non couverte, à peu près un tiers de la population, c'est-à-dire les professions libérales et tout ça. Les ramédistes, est-ce qu'ils ont une couverture ou non? La CNOP, c'est la CNSS et les forces armées. C'est ça la situation du Maroc, c'est ça la couverture. Et on passe, et encore. Ici, c'est un petit peu le fameux cube sur lequel de la couverture universelle, comment ça doit être fait. Donc on passe. Oui, on passe toujours, c'est de la théorie. On passe. On passe. Et à la fin, c'est la couverture des montres manières et merci.